Donc, si vous voulez, nous allons commencer avec les bêta-bloquants. Comme vous le savez, c'est une classe qui est très importante en thérapeutique cardiovasculaire. Vous vous rappelez l'année dernière, lorsque vous avez fait les interférences médicamenteuses avec les bêta-bloquants, et donc c'est la suite de ce que nous avons déjà fait l'année dernière. Et donc, vous vous rappelez, les interférences, cette question concernant les interférences médicamenteuses avec le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, il est composé de deux parties, le système sympathique et le système parasympathique. Je vous rappelle également les récepteurs au niveau déterminisant sympathique. Il y a deux types de récepteurs, alpha et bêta. Le neurotransmetteur qui est impliqué dans la stimulation de ces récepteurs, c'est la noradrénaline, mais il y en a également d'autres substances qui s'appellent les catécholamines, c'est-à-dire l'adrénaline et la dopamine, qui peuvent également stimuler ces récepteurs. En tout cas, le neurotransmetteur au niveau déterminisant nerveux du système nerveux autonome, c'est la noradrénaline. Et vous savez très bien que l'adrénaline est libérée par la médullo-surrénale. Donc voilà un petit rappel rapide concernant la question que vous avez déjà faite l'année dernière sur les interférences médicamenteuses avec le système nerveux autonome. Et donc, nous allons centrer notre intervention aujourd'hui sur les médicaments qui bloquent les récepteurs bêta-adrénergiques. Cette classe, elle est très importante en thérapeutique cardiovasculaire. Parmi les principales indications de cette classe, l'hypertension artérielle et l'insuffisance coronaire. Cette classe, elle se caractérise sur le plan structural par une homogénéité, ce qui explique d'ailleurs des propriétés pharmacodynamiques de tous les bêta-bloquants, des propriétés communes. Ils ont des propriétés communes. Par contre, leurs propriétés pharmacocinétiques varient d'une molécule à l'autre pour principalement deux raisons. La première raison, c'est que ce sont des molécules de liposolubilité variable et également le métabolisme hépatique subit une variabilité interindividuelle qui fait que finalement, les propriétés pharmacocinétiques peuvent varier d'une molécule à l'autre de façon sommaire. Donc, le plan de cette intervention comporte plusieurs parties. La première partie, je vais essayer de parler des propriétés pharmacocinétiques de ces médicaments sans trop entrer dans le détail. Je vais parler des propriétés pharmacodynamiques par la suite et à partir de ces propriétés pharmacodynamiques, nous allons déduire les applications, en particulier les indications, les effets indésirables et les contre-indications. Puis par la suite, je vais parler un petit peu des interactions médicamenteuses sans trop détailler ce chapitre et je finis bien sûr par les précautions d'emploi des bêta-bloquants avec une petite conclusion qui fait un petit peu le sommaire de façon, les mots-clés, si vous voulez, de cette intervention. Voilà. Donc, si vous voulez, pour commencer, je vais parler de la pharmacocinétique des bêta-bloquants. Comme je vous ai dit, la liposolubilité du médicament conditionne énormément la pharmacocinétique du bêta-bloquant en question. Généralement, ce sont des médicaments qui ont une bonne résorption digestive. Mais la variabilité interindividuelle au niveau du métabolisme hépatique fait que la biodisponibilité, elle va varier d'un médicament à un autre. Voilà. Prenons par exemple les produits lipophiles. Les produits lipophiles, ils vont être fortement absorbés par le tube digestif, ils vont passer à travers la veine porte, à travers le foie, et donc ils vont être fortement métabolisés. C'est ce qu'on appelle l'effet de premier passage hépatique important. Cela va dicter, bien sûr, une biodisponibilité limitée, faible généralement. L'exemple du propranolol, surtout aux doses un peu élevées. Et donc, la variabilité interindividuelle du métabolisme hépatique fait que, finalement, les concentrations varient d'une molécule à une autre. Pourtant, ils appartiennent à la même famille, à la même catégorie de substances liposolubles ou éventuellement peu liposolubles. Voilà un petit schéma qui illustre, qui classe les bêta-bloquants
ceux qui ont, regardez bien, une liposolubilité faible telle que l'athinolol, il va être fortement éliminé par les reins. Par contre, les molécules qui sont très liposolubles, telles que le propranolol, ils vont être fortement éliminés ou bien métabolisés par le foie. Et vous avez bien sûr des molécules qui sont intermédiaires. Donc, nous distinguons donc deux types de molécules, les molécules liposolubles et les molécules un peu liposolubles. Les molécules liposolubles, les bêta-bloquants liposolubles, ont une très bonne diffusion tissulaire, en particulier la barrière hémato-encéphalique, la barrière fœtoplacentaire, ils peuvent être excrétés dans le lait également. D'ailleurs, j'attire votre attention d'emblée que tous les bêta-bloquants passent la barrière fœtoplacentaire, que tous les bêta-bloquants sont excrétés dans le lait. Donc, une prudence est importante à mettre en évidence lorsque vous avez affaire à une femme enceinte ou éventuellement une femme allaitante. Le passage de ces molécules à travers la barrière hémato-encéphalique, essentiellement pour les molécules liposolubles, est contrasté avec un passage moins facile pour les molécules un peu liposolubles au niveau du système nerveux central, ce qui va engendrer une incidence faible des effets indésirables. Deuxièmement, les molécules liposolubles, ce sont des molécules qui sont fortement métabolisées par le foie, avec un effet de premier passage hépatique important, et donc, comme je vous ai dit, une biodisponibilité généralement est faible. Il se caractérise également généralement par une faible demi-vie, contrairement aux molécules peu liposolubles qui sont faiblement métabolisées par le foie, avec une demi-vie généralement plus longue. Je vais vous donner quelques exemples. Une petite classification. Le propranolol, par exemple, c'est une molécule liposoluble. Elle a un métabolisme hépatique important, une demi-vie relativement faible, comme vous la voyez ici, avec un effet de premier passage hépatique important. L'athénolol, qui est une molécule peu liposoluble, elle est fortement éliminée par voie rénale et faiblement métabolisée. Le pendelol, qui a un profil intermédiaire, il a une demi-vie pourtant 2 à 4 heures, elle est faible, mais regardez bien, avec une durée d'action après une prise unique de presque 18 heures. Cela veut dire quoi? De façon très simple, la durée de l'effet antihypertenseur, dans ce cas, il dépasse de loin celle de la demi-vie plasmatique. Donc, il y a d'autres facteurs à part la demi-vie qui interviennent dans la durée d'action de ces médicaments. Lorsque vous avez affaire à une molécule de durée d'action prolongée, la prise unique va être la méthode la plus utilisée. Et lorsque vous avez une durée d'action faible, avec une demi-vie faible également, généralement, le nombre de prises va être augmenté. Le cas se présente, par exemple, pour le propranolol. Mais actuellement, on a tendance à fabriquer des molécules de forme galénique adaptées à la prise unique, pour augmenter l'observance du patient, c'est-à-dire que le patient trouve une facilité pour prendre ce médicament une seule fois par jour, et cela permettrait bien sûr par conséquent une meilleure efficacité. On garantit l'efficacité du médicament antihypertenseur qui va être pris pendant une longue période, pendant toute sa vie, parce que ce traitement doit être poursuivi, sinon il y a un risque de complications graves. Comme je vous ai dit également, tous les bêta-bloquants passent la barrière phytoplacentaire. Ils sont également excrétés dans le lait maternel. Donc attention, nous allons voir par la suite, lorsque vous avez affaire à une femme enceinte et lorsque vous avez affaire à une femme allaitante. Donc, voilà les propriétés pharmacocinétiques de façon sommaire. J'ai insisté sur les éléments essentiels. Nous allons maintenant passer aux propriétés pharmacodynamiques. Bon. Comme vous le savez, les bêta-bloquants sont des antagonistes compétitifs des récepteurs bêta-adrénergiques. Vous vous rappelez, lorsqu'on avait étudié ensemble l'année dernière les différents mécanismes d'action des médicaments, nous avons parlé des médicaments qui agissent sur des récepteurs
et des médicaments. Ces médicaments qui agissent sur des récepteurs peuvent avoir des effets. Certains médicaments, ils peuvent stimuler ces récepteurs, d'autres, ils peuvent les bloquer. Eh bien, vous vous rappelez les différents types d'antagonisme que nous avons évoqués l'année dernière. Il y a l'antagonisme compétitif et l'antagonisme non compétitif. Non compétitif, c'est-à-dire vous allez avoir deux molécules, l'agoniste et l'antagoniste, agissant sur deux sites d'action différents, mais des effets contradictoires. Des effets contradictoires. Par contre, c'est l'exemple des alpha-stimulants et des inhibiteurs calciques. Alpha-stimulants et inhibiteurs calciques. On stimule les récepteurs alpha, on a une vasoconstriction. On utilise les bêta-bloqueurs, les anticalciques, les inhibiteurs calciques, ils vont diminuer la concentration de la cellule de la fibre musculaire lisse en calcium, et donc vous allez créer un relâchement. Donc vous avez deux effets contradictoires, mais ce sont deux molécules agissant par deux sites d'action différents. Lorsqu'on parle d'antagonisme compétitif, l'agoniste et l'antagoniste agissent sur le même récepteur. Bon. Lorsqu'on dit ici que les bêta-bloquants sont des antagonistes compétitifs, compétitifs par rapport à quoi? Par rapport aux substances endogènes. Et les substances endogènes ici, ce sont les catécholamines, représentées par la noradrénaline, comme vous le savez, c'est le neurotransmetteur du système nerveux autonome. Vous avez l'adrénaline également, qui est synthétisée par la médullosurrénale surrénale. OK? Donc, ce sont deux molécules qui coexistent, il y a la dopamine par ailleurs, hein. Ce sont deux molécules qui vont entrer en compétition avec les bêta-bloquants vis-à-vis des récepteurs bêta. Donc, ce qui fait ces médicaments qui vont bloquer ces récepteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont empêcher les ligands endogènes, les catécholamines, la noradrénaline et l'adrénaline. Et donc, ils vont réduire leurs effets bêta-adrénergiques. Et deuxièmement, chose également importante à considérer, c'est qu'ils vont réduire également les réactions d'adaptation de l'organisme à l'effort et au stress. Qu'est-ce que ça veut dire? De façon très simple, regardez bien. Au repos, on a une activité cardiaque avec une fréquence cardiaque, par exemple, en moyenne de 70 battements par minute. Pendant l'effort, cette activité cardiaque va augmenter. La fréquence cardiaque va augmenter. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'organisme, suite à l'effort, il va engendrer une stimulation immédiate du système sympathique de façon réflexe. Il va augmenter le travail cardiaque, l'activité myocardique, pour subvenir aux besoins de l'organisme au moment de l'effort. Et donc, la fréquence cardiaque va augmenter, on dit que l'organisme s'adapte aux différentes situations. Lorsque vous mettez un patient sous bêta-bloquant, eh ben, l'effet du bêta-bloquant va diminuer la réaction d'adaptation à l'effort. Donc, vous allez avoir une activité cardiaque qui n'est pas proportionnelle à l'effort développé. Le mécanisme d'action. Très rapidement, les bêta-bloquants, comme nous l'avons déjà dit, ce sont des médicaments qui agissent sur les récepteurs bêta, qui sont couplés à une protéine G. Cette protéine, pour être précis, c'est une protéine, regardez bien, GS, protéine GS, c'est-à-dire stimulatrice, stimulant, GS. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stimuler une enzyme qui s'appelle l'adénylcyclase et elle va transformer l'ATP en AMP cyclique. Et cet AMP cyclique serait à l'origine de la transduction du signal. Voilà un petit schéma qui est plus facile, plus synthétique. L'agoniste bêta-adrénergique, il peut être par exemple l'adrénaline ou bien la noradrénaline ou bien l'isoprénaline, si vous voulez. Cet agoniste, il va stimuler le récepteur bêta. Vous savez très bien que c'est un récepteur, regardez bien, membranaire. Et l'année dernière également, vous avez vu la différence quant au délai d'action entre une stimulation d'un récepteur membranaire et une stimulation d'un récepteur qui n'est pas membranaire. Il peut être cytoplasmique, il peut être nucléaire. Et donc, un récepteur membranaire, lorsque vous l'activez, l'effet est immédiat. Un récepteur nucléaire, il faut qu'il y ait un délai d'action. L'exemple qu'on peut avancer, c'est celui des glucocorticoïdes. Les glucocorticoïdes agissent sur des récepteurs cytoplasmiques et nucléaires et ils exigent la synthèse de protéines. Cette synthèse ne se fait pas immédiatement. Donc, il y a un petit délai de 20 à 30 minutes pour que l'effet pharmacologique des glucocorticoïdes se manifeste. Avec ces médicaments qui agissent sur les récepteurs membranaires, l'effet va être
immédiat. D'ailleurs, ce qui explique l'activation du système sympathique immédiatement lorsque l'individu se met à l'effort. L'objectif étant de permettre à l'activité cardiaque de donner, d'augmenter et de subvenir aux besoins de l'organisme lors de l'effort. Et donc, la circulation systémique va augmenter, la fréquence cardiaque va augmenter, la pression artérielle va augmenter pour pouvoir obéir à l'effort développé par l'organisme. Et donc, vous voyez que l'activation du système sympathique, elle est immédiate. Elle est immédiate parce que les agonistes, les neurotransmetteurs plus exactement, agissent sur des récepteurs membranaires. Et donc, je continue. Ici, donc, vous avez une membrane cellulaire. Ça, c'est la face externe. Ici, c'est la face interne, c'est-à-dire à l'intérieur du cytoplasme. Une fois l'adénylcyclase est activée, elle va transformer l'AMP cyclique. Qu'est-ce qu'il va faire, cet AMP cyclique? Voilà, il va activer une protéine kinase. Et suite à l'activation d'une protéine kinase à l'intérieur de la cellule, vous allez avoir les différents effets pharmacologiques cliniques et biologiques. Ici, par exemple, j'ai donné les effets biologiques, action sur le métabolisme lipidique, et ici, action sur le métabolisme glucidique. Vous voyez ici, il y a une augmentation du glucose, et donc il y a une hyperglycémie. Cette hyperglycémie est la conséquence de quoi? D'une activation de la glycogénolyse, et une inhibition de la glycogénogenèse, c'est-à-dire elle empêche la formation de glycogène. Voilà. Comme vous le savez, les bêta-bloquants, les récepteurs bêta sont subdivisés en 3 types de récepteurs. Il y a les récepteurs bêta 1, les récepteurs bêta 2 et les récepteurs bêta 3. Les récepteurs bêta-1 sont localisés essentiellement au niveau du cœur et au niveau rénal, plus exactement au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire. Les récepteurs de type 3 qui existent sur les adipocytes et qui vont intervenir sur la lipolyse, les récepteurs bêta-2 existent sur plusieurs sites tissulaires tels que les branches, l'utérus, les vaisseaux, le métabolisme glucidique et l'hémoraqueuse. Vous vous rappelez l'année dernière, lorsque nous avons étudié les médicaments qui stimulent de façon spécifique les récepteurs bêta-2, donc ils vont relâcher la fibre musculaire lisse bronchique, donc ils vont créer une bronchodilatation, ils vont relâcher la fibre musculaire lisse vasculaire et donc ils vont créer une vasodilatation artérielle et veineuse, et ils vont également relâcher la fibre musculaire lisse utérine, ils vont engendrer un relâchement. Et cet effet, il est manifeste lorsqu'on a affaire sur un utérus gravide, plus exactement. Voilà ici une distribution des récepteurs adrénergiques et en particulier les choses qui nous intéressent ici, les récepteurs qui nous intéressent, ce sont les récepteurs bêta-adrénergiques. Vous voyez les récepteurs bêta-1 qui sont localisés au niveau du cœur, dont la stimulation engendre un effet inotrope positif, c'est-à-dire augmentation de la contractilité, augmentation de la fréquence cardiaque et augmentation de la conduction auriculo-ventriculaire. Au niveau rénal et plus exactement au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire, ils vont stimuler la sécrétion de rénine et donc cela, comme vous le savez, va engendrer une augmentation de la concentration d'angiotensine 2 et d'aldostérone qui sont toutes les deux substances peuvent engendrer une augmentation de la pression artérielle. Les récepteurs bêta-3, comme vous le voyez ici, ce sont des récepteurs qui existent sur le tissu adipeux. Ils vont intervenir sur la lipolyse, sur la thermogenèse. Regardez bien maintenant les récepteurs bêta-2. Ils sont distribués sur plusieurs types de tissus. Regardez bien au niveau coronaire. La stimulation des récepteurs bêta-2 va engendrer une vasodilatation. La stimulation des récepteurs alpha-1 va engendrer une vasoconstriction. Et donc, vous voyez, au niveau vasculaire, il y a un équilibre entre le tonus alpha-1 synaptique et le tonus bêta-2 synaptique. La stimulation des récepteurs bêta-1 engendre une vasoconstriction, la stimulation bêta-2 adrénergique engendre une vasodilatation. Et donc, dans les conditions physiologiques, il y a un équilibre. Cet équilibre va déterminer ce qu'on appelle le tonus sympathique.
en fonction de la localisation des différents tissus. Donc, regardons maintenant de façon beaucoup plus détaillée les propriétés pharmacodynamiques des bêta-bloquants. Donc, nous allons insister sur le pouvoir bêta-adrénolytique. Comme nous l'avons déjà dit, les bêta-bloquants sont des antagonistes compétitifs des récepteurs bêta-adrénergiques. Donc, ils vont engendrer une diminution des effets bêta-adrénergiques des catécholamines et ils vont réduire les réactions d'adaptation de l'organisme à l'effort ou bien au stress, comme nous l'avons déjà expliqué. Pour pouvoir mettre en évidence les effets pharmacologiques des bêta-bloquants, il faut qu'on sache la distribution de ces récepteurs dans les différents tissus, comme nous l'avons déjà signalé. Pour être plus précis, je vais insister sur certains tissus qui ont beaucoup d'implications thérapeutiques en rapport avec la pression artérielle. Je cite en particulier la sphère cardiovasculaire, le système rénine-angiotensine-aldostérone, les branches, l'œil et sur le métabolisme lipidique et glucidique. Voilà ici un tableau qui reprend de nouveau les différents types de récepteurs, leur localisation et la stimulation de ces récepteurs, qu'est-ce qu'elle donne? Je répète très rapidement, la stimulation des récepteurs bêta en cardiaque engendre une accélération de la fréquence cardiaque, une augmentation de la contractilité et une accélération de la conduction auriculo-ventriculaire. De même, la stimulation des récepteurs bêta-1 au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire, elle va engendrer une augmentation de la sécrétion de rénine et donc une augmentation de la concentration d'angiotensine 2 et d'aldostérone. Ici, vous avez les récepteurs bêta-3 sur le tissu adipeux, donc il va intervenir sur la lipolyse. Et vous avez quelques exemples de tissus sur lesquels il y a une distribution des récepteurs bêta-2. Au niveau des artères musculaires, vous avez une dilatation. Au niveau des branches, vous avez une dilatation. Et au niveau de l'utérus gravide, vous avez également une relaxation. Relaxation de la fibre musculaire lisse. Dilatation de la fibre musculaire lisse. Dilatation de la fibre musculaire lisse. Et vous vous rappelez, on avait parlé l'année dernière de l'implication thérapeutique de l'utilisation des bêta-2 stimulants. Compte tenu de leur effet bronchodilatateur, on peut les exploiter dans le traitement de l'asthme. Compte tenu de leur effet vasodilatateur artériel, ils peuvent également être exploités dans le traitement de certaines artériopathies des membres inférieurs. Et en ce qui concerne leur effet sur l'utérus gravide, ils peuvent également être exploités dans le traitement de la menace d'accouchement prématuré. Par ailleurs, les bêta-2 stimulants, ils stimulent la sécrétion d'insuline lorsqu'il y a une augmentation de la glycémie. D'ailleurs, les bêta-2 stimulants engendrent une augmentation de la glycémie qui va s'accompagner d'une augmentation de la sécrétion d'insuline. Donc maintenant, je vais essayer de voir les différentes propriétés pharmacologiques et je vais commencer par les effets cardiaques des bêta-bloquants. Regardez bien. Au repos, sur un corps sain, le blocage de ces récepteurs a peu d'effet. Par contre, lors d'un exercice ou bien d'un stress, le tonus sympathique va être stimulé et l'effet va être prononcé. On déduit à partir de cette constatation que l'intensité de l'effet bloqueur est d'autant plus importante que le niveau initial du tonus sympathique est élevé. Lors d'une activité physique, le tonus sympathique va être stimulé, ce qui explique une augmentation de la fréquence cardiaque. Par contre, au repos, on a une fréquence cardiaque en moyenne de 70. Lorsque vous allez appliquer un bêta-bloqueur, la baisse de la fréquence cardiaque, elle va être minime. Prenons un petit exemple. Admettons qu'on est à une 70 ou bien 75 battements par minute chez un sujet normal au repos. Lorsque vous donnez un bêta-bloquant, la fréquence cardiaque, par exemple, elle va baisser au maximum 10 ans, à 65, 10 ans. Et bien, lorsque l'individu est soumis à un exercice physique, par exemple, la fréquence cardiaque, elle va augmenter de façon considérable. Prenons un exemple, la fréquence serait par exemple, à 140 battements par minute. Lorsque vous appliquez un bêta-bloqueur,
la fréquence cardiaque peut baisser jusqu'à, par exemple, 90 battements par minute. Et vous voyez donc la différence. De 140, on a passé à 90. Au repos, de 75, on a passé à 65 battements uniquement par minute. Et vous voyez la différence, ce qui explique que l'effet bêta-bloqueur, il est d'autant plus important que le niveau initial du tonus sympathique est élevé. Ça, c'est la première remarque qui est fondamentale. Sur le cœur, on continue sur le cœur. Donc, vous avez des récepteurs de type bêta 1. Lorsque vous allez les bloquer, avec les bêta-bloquants bien sûr, qu'est-ce que vous allez constater? Eh bien, vous allez constater de façon très simple une baisse importante de la fréquence cardiaque, et surtout à l'effort, comme on venait de dire, et surtout à l'effort. Eh bien, cette baisse de la fréquence cardiaque, c'est elle qui va déterminer essentiellement la baisse du débit cardiaque. Pourquoi? Parce que la contractilité myocardique sur un corps sain, elle est faiblement diminuée. Mais malgré cette baisse lente, faible de la contractilité, en présence d'une baisse importante de la fréquence cardiaque, nous allons mettre en évidence une baisse du débit cardiaque non négligeable. Par ailleurs, les bêta-bloquants également, ils vont augmenter la conduction, ils vont allonger la conduction auriculo-ventriculaire. C'est ce qu'on appelle l'effet dromotrope négatif. Ils vont diminuer l'excitabilité cardiaque, l'effet batmotrope négatif. Et donc, avec le ralentissement de la fréquence sinusale, avec le ralentissement, ces trois effets expliquent l'effet anti-arythmique des bêta-bloquants. Qu'en est-il sur la pression artérielle? Regardez bien. Vous savez très bien que la fréquence cardiaque, la fréquence artérielle, la pression artérielle, pardon, elle dépend de deux paramètres importants. Le débit cardiaque, voilà, et les résistances périphériques. Donc, la pression artérielle égale débit cardiaque fois les résistances périphériques. Et bien, les bêta-bloquants, qu'est-ce qu'ils vont faire? De façon très simple, comme nous l'avons déjà dit, ils vont engendrer une diminution du débit cardiaque, et cette diminution, elle est due essentiellement à une bradycardie importante, à la baisse de la fréquence cardiaque et une faible diminution de la contractilité. Et donc, finalement, théoriquement, on doit s'attendre à une baisse de la pression artérielle. Mais avec les bêta-bloquants, on constate que l'évolution de l'effet sur la pression artérielle passe par deux étapes. La première étape, en premier temps, la baisse du débit cardiaque, regardez bien, chose qui est très importante, la baisse du débit cardiaque, elle est accompagnée d'une augmentation des résistances périphériques. Du coup, la pression artérielle peut varier. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez un facteur qui fait baisser la pression artérielle, qui est le débit cardiaque, et de l'autre côté, vous allez augmenter les résistances périphériques. Comment ces résistances périphériques sont augmentées? Elles sont augmentées de façon très simple parce que vous avez le blocage des récepteurs bêta-2 vasculaires. Lorsque vous bloquez ces récepteurs, vous créez une vasoconstriction. C'est-à-dire, vous vous rappelez, lorsqu'on avait dit que le tonus vasculaire il est soumis à l'effet alpha et l'effet bêta-2. L'effet alpha 1, est vasoconstricteur, et l'effet bêta-2, stimulant bien sûr, il est vasodilatateur. Lorsque vous annulez, lorsque vous diminuez l'effet vasodilatateur, le vaisseau va être soumis au seul effet vasoconstricteur des récepteurs alpha, à travers quoi? À travers les catécholamines endogènes. La noradrénaline en particulier, qui est toujours présent, il va continuer à stimuler les récepteurs alpha. Les récepteurs alpha ne sont pas bloqués. Seuls les récepteurs bêta qui sont bloqués par ces médicaments, y compris donc les récepteurs bêta-2. Donc, en bloquant les récepteurs bêta-2, vous allez enlever l'effet vasodilatateur vasculaire. Et donc, vous allez livrer le vaisseau au seul effet vasoconstricteur alpha-adrénergique stimulé par la noradrénaline. Et donc, cette augmentation des résistances périphériques va s'accompagner d'une augmentation de la pression artérielle. Ce qui explique d'une part donc, le fait que la pression artérielle en premier lieu n'a pas beaucoup changé. Par contre, en deuxième lieu, nous allons constater que ces résistances périphériques vont redevenir au niveau initial alors que le débit reste toujours abaissé, ce qui explique la baisse de la pression artérielle. De plus, retenez bien, qu'est-ce qu'on avait dit? Vous vous rappelez de la distribution des récepteurs bêta-1? Les récepteurs bêta-1 existent sur le cœur et il existe également sur le système rénine-angiotensine-aldostérone, sur l'appareil juxtaglomérulaire.
c'est-à-dire le système rénine-angiotensine-aldostérone, il est contrôlé par le système sympathique via les récepteurs bêta 1. Lorsque vous les bloquez, que va-t-il se passer? Regardez bien. Vous allez diminuer la sécrétion de rénine. Et vous allez donc diminuer la quantité d'angiotensine 2, qui est un puissant vasoconstricteur, très puissant, il est même son effet vasoconstricteur, il est largement plus important que celui de la noradrénaline. Et vous avez également une baisse de l'aldostérone. Vous savez très bien que l'aldostérone a un effet sur la rétention hydrosodée. Il augmente la rétention hydrosodée. Et donc, lorsque ces deux médicaments vont diminuer, vous allez diminuer l'effet vasoconstricteur, donc vous allez diminuer les résistances périphériques et vous allez diminuer la rétention hydrosodée. Donc, vous voyez encore une autre fois, le système rénine-angiotensine-aldostérone, il peut intervenir dans l'effet antihypertenseur des bêta-bloquants. Ensuite, les bêta-bloquants ont également un effet sur la circulation coronaire. Vous savez très bien que les vaisseaux coronaires sont destinés pour irriguer le myocarde. Il est destiné pour irriguer le myocarde. Eh bien, lorsque cette vascularisation est insuffisante, elle est incapable d'assurer l'apport suffisant en oxygène, il va y avoir un déséquilibre entre besoin et apport. Et lorsque ce déséquilibre entre l'apport et les besoins en oxygène va se manifester, il va y avoir une hypoxie et donc une ischémie myocardique. Regardez bien. Les besoins du myocarde en oxygène sont déterminés par la fréquence cardiaque, par la contractilité et par la tension pariétale des ventricules gauche, c'est-à-dire la pression qui règne sur la paroi ventriculaire gauche. Eh bien, ce sont trois paramètres, trois facteurs majeurs qui déterminent la consommation du myocarde en oxygène. Les apports sont déterminés par le débit coronaire. Le débit coronaire va permettre une distribution intramyocardique à travers les vaisseaux intramuraux, les capillaires, et ils vont irriguer toutes les zones du myocarde, bien sûr, jusqu'aux zones les plus profondes, les zones sous-endocardiques. Et vous savez très bien également qu'au niveau cardiaque, vous avez le coefficient d'extraction le plus élevé d'oxygène, c'est-à-dire vous avez une certaine quantité qui parvient au niveau, à travers les vaisseaux coronaires, une certaine quantité d'oxygène, 85% de cet oxygène va être extrait par la cellule myocardique. Donc, vous voyez un coefficient d'extraction très important. Donc, vous voyez, il y a d'un côté un besoin de myocarde en oxygène, et vous avez d'un côté des moyens pour apporter cet oxygène. Il faut qu'il y ait cet équilibre. Regardez bien, dans les conditions normales, la consommation du myocarde en oxygène, déterminée par ce qu'on appelle la MVO2, et l'apport en oxygène varie proportionnellement. Au repos, j'ai un besoin qui va être assuré, un besoin X, un besoin basique, et lors de l'effort, la circulation coronaire va être capable d'augmenter de façon suffisante pour subvenir aux augmentations des besoins du myocarde en oxygène, de façon proportionnelle. Lorsque cet équilibre est affecté, les apports ont diminué, vous allez avoir un déséquilibre, vous risquez de développer une ischémie myocardique. Ou bien vous allez avoir une augmentation, regardez bien, des besoins de myocarde, alors que les apports sont incapables, la circulation coronaire, le débit coronaire, il est incapable d'assurer les besoins demandés par le myocarde. Par exemple, quelqu'un qui présente une insuffisance coronaire, une lésion athéromateuse. Et donc, lorsque quelqu'un fait un effort, compte tenu de cette lésion athéromateuse, vous n'allez pas avoir une quantité suffisante d'oxygène qui arrive au myocarde. Ce déséquilibre va engendrer un état d'hypoxie et donc une ischémie myocardique. Et bien, les bêta-bloquants, qu'est-ce qu'ils font sur la circulation coronaire? Regardez bien. Concernant les besoins en oxygène, la diminution de la fréquence cardiaque
et la baisse de la pression artérielle vont diminuer les besoins du myocarde en oxygène. La MVO2 va diminuer. On avait dit que la fréquence cardiaque est un facteur important qui détermine les besoins du myocarde en oxygène. La baisse de la pression artérielle, c'est-à-dire elle va être à l'origine d'une baisse de ce qu'on appelle la post-charge. On aura l'occasion de développer ces notions lorsque nous allons étudier ensemble les médicaments de l'insuffisance coronaire. Donc, vous voyez, ce sont deux éléments qui vont déterminer la baisse de la MVO2, des besoins du myocarde en oxygène. Les bêta-bloquants également, à travers cette bradycardie, ils peuvent également engendrer une augmentation des apports en oxygène. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont allonger le temps de remplissage diastolique et donc ils vont permettre une meilleure perfusion coronaire. De plus, vous vous rappelez très bien, on avait dit que les bêta-bloquants exercent un effet vasoconstricteur. Et bien, cette vasoconstriction va se manifester au niveau des gros troncs épicardiques et sous-épicardiques. Ils vont refouler le sang vers les zones les plus profondes. Ils vont le distribuer vers ces zones, sous-endocardiques en particulier, qui sont les plus vulnérables à l'ischémie, à l'hypoxie, à la baisse d'oxygène. Donc, ce qui explique l'effet anti-angoureux des bêta-bloquants. Les bêta-bloquants, compte tenu de la distribution un peu diffuse de ces récepteurs, ils peuvent avoir également un effet oculaire sur les yeux. Et bien, de façon très simple, ce sont des médicaments qui diminuent l'humeur aqueuse, la synthèse de l'humeur aqueuse, et comme ça, vous allez baisser la pression intraoculaire, ce qui explique l'intérêt de ces médicaments dans le traitement du glaucome. Ici, j'attire votre attention, le glaucome, elle est définie comme étant une atteinte du nerf optique et non pas une augmentation de la tension intraoculaire. L'augmentation de la tension intraoculaire peut causer une atteinte du nerf optique. Donc, pour diminuer la tension intraoculaire, nous pouvons utiliser les bêta-bloquants parce qu'ils vont diminuer la quantité de l'humeur aqueuse et comme ça, la pression artérielle intraoculaire va diminuer. Oui, Maïssa. Je continue. Les bêta-bloquants également peuvent agir sur les branches le blocage des récepteurs bêta-2 adrénergiques au niveau de la fibre musculaire lisse va engendrer une bronchoconstriction. De même, sur le métabolisme glucidique, ces bêta-bloquants non cardiosélectifs également, ils vont réduire la néoglucogenèse. La néoglucogenèse, c'est-à-dire ils vont réduire la formation du glucose à partir de dérivés non glucidiques, le glycérol, le pyruvate, l'acide lactique, et ils vont également réduire la glycogénolyse, ce qui fait ces médicaments vont engendrer une hypoglycémie. En plus, chose qui est très importante, c'est que les bêta-bloquants peuvent masquer les signes de l'hypoglycémie, la tachycardie, les sueurs, les palpitations, qui sont des signes d'alarme en cas d'hypoglycémie. Lorsque vous allez les masquer, vous risquez d'aggraver une hypoglycémie chez le diabétique. Sur le métabolisme lipidique, ils vont également altérer le métabolisme lipidique, c'est-à-dire ils vont augmenter le cholestérol total, ils vont diminuer le HDL cholestérol, qui est supposé le bon cholestérol, protecteur en soi-disant, et ils vont augmenter de façon discrète les triglycérides. Il y a d'autres propriétés pharmacodynamiques sur lesquelles il faut également insister parce qu'ils ont beaucoup d'implications thérapeutiques. C'est ce qu'on appelle la cardiosélectivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains médicaments ont la possibilité de bloquer de façon sélective les récepteurs bêta-1 par rapport aux récepteurs bêta-2. Étant donné que les récepteurs bêta-1 existent au niveau cardiaque et au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire, donc l'effet va se manifester essentiellement à ce niveau-là. Et donc, vous allez épargner par ces médicaments le blocage des récepteurs bêta-2 au niveau bronchique, au niveau vasculaire, au niveau métabolique, etc. Et donc, vous allez avoir moins d'effets indésirables en rapport avec le blocage de ces récepteurs, des récepteurs bêta-2. Cependant, cette sélectivité, elle est relative, elle dépend de la dose. Si on augmente la dose, on risque de perdre cette sélectivité.
Autre propriété. Certains médicaments présentent une activité sympathomimétique intrinsèque, c'est-à-dire une activité agoniste partielle. C'est-à-dire, d'un côté, il est bêta-bloqueur, mais de l'autre côté, il est capable de stimuler ses récepteurs, les récepteurs bêta 1 et les récepteurs bêta 2. Et donc, vous voyez que si vous avez affaire à une stimulation des récepteurs bêta 1 cardiaque, vous allez avoir un effet bradycardisant moins important avec ces médicaments qui présentent cette activité sympathomimétique intrinsèque. Également, si cette activité se manifeste au niveau des récepteurs bêta-2, vous allez avoir une moindre vasoconstriction artérielle et même veineuse. Vous allez également avoir une moindre bronchoconstriction, avec moins d'asthénie également. Il y a une troisième propriété sur laquelle je ne vais pas trop insister, qui pourrait être impliquée dans l'effet antiarythmique, c'est l'effet stabilisant de membrane. Toutefois, cette propriété se manifeste généralement à forte dose et donc elle n'a pas d'intérêt pratique. D'autres médicaments, à côté de leur effet bêta-bloqueur, ils peuvent également présenter d'autres propriétés pharmacologiques. Vous vous rappelez du labetalol, de 30 dates, c'est un médicament que nous avons cité l'année dernière lorsque nous avons parlé des interférences médicamenteuses avec le système nerveux sympathique. Le labetalol, il est à la fois bêta-bloqueur et bloqueur des récepteurs alpha. Le carvedilol également, il a un effet antagoniste alpha. En plus de cela, il exerce un effet antioxydant. Le céliprolol, il stimule les récepteurs bêta-2 et il bloque les récepteurs alpha. Le nebivolol, un troisième cas de figure, c'est un médicament, qui donne un donneur de monoxyde d'azote. Et vous savez très bien que le monoxyde d'azote est un vasodilatateur. Donc, vous voyez, toutes les molécules que je viens de citer ici, le carvedilol, le labetalol, le céliprolol et le nebivolol, sont toutes des molécules qui sont capables d'exercer un effet bêta-bloqueur associé à un effet vasodilatateur par des mécanismes différents. Soit on bloque les récepteurs alpha postsynaptiques, soit on bloque les récepteurs alpha et on stimule les récepteurs bêta-2 qui sont dont la stimulation, les agonistes bêta-2 engendrent une vasodilatation, et les médicaments qui sont donneurs de monoxyde d'azote sont également des médicaments qui peuvent exercer un effet vasodilatateur. Voilà un tableau qui classe les différentes molécules bêta-bloquantes selon la propriété bêta-bloquant non cardiosélectif avec sans activité sympathomimétique ou bien avec activité sympathomimétique, bêta-bloqueur cardiosélectif sans activité sympathomimétique et avec activité sympathomimétique, et vous avez sur la colonne de droite l'effet vasodilatateur développé par certaines molécules, le carvedilol, le labetalol, le nebivolol, l'exemple que nous avons cité, et le céliprolol. Donc, voilà les propriétés pharmacodynamiques des bêta-bloquants. Maintenant, je vais parler des indications des bêta-bloquants. Longueur d'effort, c'est l'indication de choix pour le traitement de longueur d'effort qui survient chez un patient qui présente des lésions athéromateuses. Nous aurons l'occasion de développer cela lorsque nous allons étudier ensemble les médicaments anti-angoreux. Les bêta-bloquants peuvent également être utilisés dans la phase aiguë de l'infarctus de myocarde et ils peuvent également être utilisés au long cours pour diminuer la mortalité et la récidive post-infarctus. Et j'attire votre attention, les études actuelles ont montré que cet effet, il est intéressant dans les 3 premières années en l'absence d'insuffisance cardiaque. Sinon, il n'a aucun intérêt. Le mécanisme anti-angoreux des bêta-bloquants, comme nous l'avons déjà signalé, diminution des besoins en oxygène du myocarde, redistribution du débit sanguin du myocarde vers les zones les plus vulnérables, les zones sous-endocardiques. Vous avez également une baisse des concentrations des acides gras libres, chose qui est très intéressante, et également l'effet antiarythmique des bêta-bloquants qui peut être intéressant en cas d'infarctus de myocarde, pendant lequel, et surtout pendant la phase aiguë, il y a possibilité de générer des foyers ectopiques à l'origine de troubles du rythme.
Donc, en présence des molécules antiarythmiques, vous êtes capable de s'opposer au risque de troubles du rythme. La troisième indication, c'est l'hypertension artérielle, l'objet de notre étude, si vous voulez. Eh bien, je vais essayer de me résumer très rapidement. L'effet anti-hypertenseur passe à travers la baisse du débit cardiaque, l'action, l'inhibition du système rénine-angiotensine-aldostérone. D'autres mécanismes ont été également évoqués. Il paraît que le tonus sympathique central est également abaissé. Il peut contribuer à cette baisse de la pression artérielle. De plus, lorsque vous utilisez des médicaments non cardiosélectifs, le blocage des récepteurs bêta-2 présynaptiques peut être à l'origine d'une baisse de la libération d'adrénaline et donc vous allez avoir un effet alpha-stimulant moins important, c'est-à-dire vous allez augmenter l'effet vasodilatateur en présence d'une quantité moindre d'adrénaline, donc une stimulation des récepteurs alpha, une stimulation moindre des récepteurs alpha et donc un effet vasodilatateur. Attention, si on fait la conjugaison des propriétés pharmacocinétiques et des propriétés pharmacodynamiques, la posologie efficace d'un bêta-bloquant est individuelle, chose très importante. Le médicament ou la dose doit être augmentée progressivement et essayer pour augmenter l'observance de donner une seule prise. Actuellement, des formes galéniques adaptées à libération prolongée peuvent être utilisées par une prise unique quotidienne. Chose qui est très importante, ne jamais arrêter brutalement les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants doivent être arrêtés progressivement en utilisant les comprimés sécables qu'on peut fractionner, etc., des quarts et des demi-comprimés. Un traitement chronique par les bêta-bloquants rend les récepteurs, hypersensibles, voire leur nombre augmenté. Et donc, lorsque vous allez les arrêter, aussi minime soit-elle la stimulation de ces récepteurs par les ligands endogènes, la noradrénaline et l'adrénaline, aussi minime soit-elle cette stimulation, elle peut engendrer une réponse explosive et elle peut même aggraver ou engendrer carrément un infarctus du myocarde qui peut être mortel. Attention. Dans l'insuffisance cardiaque chronique, les bêta-bloquants peuvent également être utilisés. C'était auparavant une contre-indication classique. Actuellement, dans les formes légères à modérées, nous pouvons prescrire les bêta-bloquants. Certaines molécules ont eu l'AMM dans cette indication. Il faut signaler que le début du traitement doit être fait chez un patient hospitalisé et que l'augmentation doit être prudente et de façon progressive. Chose qui est très importante, ne jamais donner ces médicaments lorsque vous avez un patient présentant une insuffisance cardiaque décompensée ou éventuellement lorsque cette décompensation est assez récente, dans le mois suivant la décompensation. Parce que vous avez un effet inotrope négatif et cet effet inotrope négatif peut aggraver la situation d'insuffisance cardiaque, bien sûr. Comme nous l'avons déjà signalé, les bêta-bloquants peuvent exercer un effet anti-arythmique. Cet effet anti-arythmique, il va s'opposer bien sûr à l'effet arythmogène des catécholamines et donc les bêta-bloquants trouvent une place surtout privilégiée dans les troubles du rythme par hyperadrénergie. Ce sont les traitements de première intention. D'autres indications, telles que la cardiomyopathie obstructive, pour traiter les signes de l'hyperthyroïdie, nous pouvons également les utiliser dans la prévention primaire et secondaire des hémorragies digestives par rupture des varices œsophagiennes, en diminuant le débit sanguin hépatique. Ce sont des médicaments qui ont fait preuve dans la prévention des migraines, donc ils sont utilisés dans le traitement de fond. Chose qui est très importante, regardez bien, quel que soit le bêta-bloquant, sélectif ou non, il est capable d'exercer un effet préventif contre la migraine, à condition de ne pas avoir l'activité sympathomimétique intrinsèque, une activité qui peut être vasodilatatrice. Dans ce cas, on n'a pas besoin d'un effet vasodilatateur, plutôt on a besoin d'un effet vasoconstricteur. Les bêta-bloquants également sont utilisés dans le traitement des tremblements essentiels, dans le traitement du phéochromocytome, pour traiter bien sûr la tachycardie.
Dans le glaucome chronique à angle ouvert, certains médicaments, comme nous l'avons déjà signalé, sont des médicaments qui vont diminuer la synthèse de l'humeur aqueuse, ils vont baisser la pression intraoculaire et donc ces médicaments peuvent trouver une place dans le traitement du glaucome chronique à angle ouvert. Nous pouvons également les utiliser dans les manifestations cardiaques de l'anxiété et de la palpitation, avec des palpitations. Donc voilà les principales indications des bêta-bloquants. Vous voyez, on a commencé par 2 indications, l'hypertension artérielle, l'insuffisance coronaire, et on est arrivé actuellement à plusieurs indications en rapport avec ces médicaments. Le 4e chapitre concerne les effets indésirables de ces médicaments. L'effet indésirable le plus courant, c'est la bradycardie. Et donc, attention, lorsque vous allez indiquer, vous allez prescrire un bêta-bloquant à un patient, la surveillance de ce patient quant à sa fonction, quant à sa fréquence cardiaque est indispensable parce qu'il y a des situations où l'on est obligé de réduire la dose si la fréquence cardiaque baisse au-dessous de 55 battements par minute. Donc, il faut surveiller étroitement vos patients qui sont sous bêta-bloquants. Également, ils peuvent engendrer une insuffisance cardiaque congestive, surtout chez les patients prédisposés. Les bêta-bloquants peuvent engendrer un trouble de la conduction auriculo-ventriculaire en rapport avec le blocage des récepteurs bêta-1 cardiaques. En rapport avec le blocage des récepteurs bêta-2, vous risquez d'aggraver un asthme non sévère ou bien un syndrome respiratoire obstructif préexistant parce que vous allez diminuer l'effet bronchodilatateur de la stimulation des récepteurs bêta-2 par les ligands endogènes. Donc, vous risquez d'aggraver un asthme non sévère. Vous pouvez également aggraver un syndrome vasculaire périphérique, une artériopathie des membres inférieurs, par les bêta-bloquants non sélectifs. Des épisodes d'hypoglycémie grave peuvent être rencontrés chez le diabétique. D'une part, parce que les bêta-bloquants peuvent engendrer une hypoglycémie, comme nous l'avons déjà signalé, parce qu'ils bloquent la néoglucogenèse et ils bloquent la glycogénolyse. Mais d'autre part, ce sont des médicaments qui peuvent masquer les signes de l'hypoglycémie, à savoir la tachycardie, le tremblement, les sueurs, les palpitations, et donc vous risquez de vous trouver chez ce patient sous traitement bêta-bloqueur devant une hypoglycémie grave. Donc, si la prescription d'un bêta-bloquant s'avère indispensable, préférez ceux qui sont cardio-sélectifs. D'autres effets indésirables qui sont en rapport avec l'effet bêta-adrénolytique, la sensation de fatigue et d'asthénie, des troubles digestifs, l'impuissance. Il y a également d'autres effets qui ne sont pas en rapport avec l'effet adrénolytique, tels que les troubles du sommeil et les cauchemars. Je passe maintenant aux contre-indications des bêta-bloquants. Les contre-indications. J'attire votre attention que les contre-indications ont été largement rediscutées et vous allez constater qu'il y a des nuances par rapport à ce qui existait avant. L'insuffisance cardiaque décompensée constitue une contre-indication absolue. Le bloc auriculo-ventriculaire de 2e ou 3e degré, surtout non appareillé, constitue des contre-indications absolues. Lorsque vous avez un patient avec une fréquence cardiaque à 50 battements par minute, vous n'allez pas lui prescrire un bêta-bloquant, vous allez l'aggraver. Également, lorsque vous avez affaire à un asthme ou bien à une bronchopneumopathie obstructive sévère, ça constitue une contre-indication absolue. Dans les formes légères, nous pouvons nous permettre de les prescrire et nous allons privilégier dans ce cas les bêta-bloquants cardiosélectifs. Le diabète insulinodépendant mal équilibré également, d'accord, et la dépression grave. Il y a des contre-indications relatives. Longueur de transmétal. Longueur de transmétal peut constituer une contre-indication absolue s'il s'agit d'une forme grave. Lorsqu'elle est de type mineur, nous pouvons nous permettre d'utiliser un bêta-bloquant cardio-sélectif, mais à condition de lui associer un vasodilatateur pour éviter de contracter les vaisseaux coronaires et aggraver ce vasospasme.
Également, les artériopathies oblitérantes des membres inférieurs, qui sont légères ou modérées. Mais les formes graves au stade 4 avec des troubles trophiques constituent une contre-indication à l'utilisation des bêta-bloquants. Un syndrome de Raynaud mineur constitue également une contre-indication relative. La femme enceinte au début de grossesse également constitue une contre-indication relative aux bêta-bloquants. Les interactions médicamenteuses, il y a deux types d'interactions médicamenteuses. Il y a les interactions médicamenteuses d'ordre pharmacocinétique et ceux d'ordre pharmacodynamique. Les interactions d'ordre pharmacocinétique, je vais signaler essentiellement les inhibiteurs enzymatiques et les inducteurs enzymatiques. Lorsque vous allez prescrire un bêta-bloquant qui va coexister avec un inhibiteur enzymatique, vous allez inhiber son métabolisme. Et en inhibant son métabolisme, surtout les médicaments qui sont fortement métabolisés par le foie, sa concentration plasmatique va augmenter et son effet pharmacologique va augmenter. Le cas du nébivolol, qui lorsqu'il est associé à la paroxétine, par exemple, qui a un effet inhibiteur sur le cytochrome P452D6, ce cytochrome est également responsable de la métabolisation du nébivolol. Dans ce cas, ces deux médicaments, lorsqu'ils vont coexister, vous allez avoir une augmentation de la quantité du nébivolol dans le sang et vous risquez de majorer le risque de bradycardie lié à ce médicament. Les interactions d'ordre pharmacodynamique, je cite par exemple les inhibiteurs calciques lorsque vous allez les associer au bêta-bloquant, le verapamil par exemple et le diltiazem, ils ont un effet inotrope négatif, dromotrope négatif et chromotrope négatif. Bien sûr, en présence des bêta-bloquants, vous risquez de potentialiser ces effets. De même, lorsque vous utilisez un inhibiteur calcique à tropisme vasculaire, les dihydropyridines qui sont représentées par la nifedipine, par la nicardipine, eh bien, ces médicaments exercent un effet vasodilatateur et donc ils peuvent baisser la pression artérielle de façon notable. En présence d'un bêta-bloquant, et bien sûr, vous allez augmenter le risque d'hypotension. De même pour les antihypertenseurs centraux, bien sûr avec un mécanisme différent, mais tous les deux associés vont engendrer une baisse importante de l'hypotension et donc il y a un risque d'hypotension orthostatique. Les antidépresseurs et les antipsychotiques sont des médicaments, vous allez les voir ultérieurement lorsque vous allez voir les neuropsychotropes. Ces médicaments engendrent une hypotension orthostatique parmi leurs effets indésirables. Donc, associé au bêta-bloquant, cet effet d'hypotension orthostatique va être majoré. L'amiodarone est également un anti-arythmique. Il a un effet alpha-bloqueur et bêta-bloqueur. Et donc, il va diminuer la contractilité, il va diminuer l'automatisme et il va diminuer la conduction auriculo-ventriculaire. En présence d'un bêta-bloquant, vous allez majorer tous ces effets. Le bépridil, cordium, c'est un inhibiteur calcique. Dans l'association avec un bêta-bloquant, vous risquez de développer chez ce patient une torsade de pointe. L'insuline et les antidiabétiques oraux, bien sûr, lorsque vous allez prescrire un bêta-bloquant chez un patient sous insuline, ou bien sous antidiabétiques oraux, ou éventuellement sous les deux médicaments, vous risquez d'une part d'aggraver l'hypoglycémie, mais vous risquez également de masquer les signes et les symptômes d'hypoglycémie. Et donc, dans ce cas, vous risquez de développer une hypoglycémie grave. Ces patients nécessitent d'une part une surveillance stricte si le bêta-bloquant est indispensable et si vous allez prescrire un bêta-bloquant, préférez un cardio sélectif. Les précautions d'emploi maintenant. Les précautions d'emploi. Risque d'effet rebond, nous l'avons déjà signalé, c'est-à-dire l'arrêt brutal d'un bêta-bloquant qui est pris pendant une longue période risque d'engendrer un infarctus de myocarde. Comme je vous ai dit, regardez bien, il y a un risque d'exacerbation de la pathologie sous-jacente.
un blocage continu des récepteurs bêta-adrénergiques est associé à un phénomène adaptatif d'augmentation du nombre de récepteurs à la surface des cellules, ce qu'on appelle le upregulation. Et donc, vous augmentez le nombre de récepteurs ou bien vous allez les rendre hypersensibles parce qu'ils étaient au repos pendant longtemps. Lorsque vous allez arrêter le bêta-bloquant, vous allez trouver les ligands endogènes qui vont occuper ces récepteurs. Ils sont représentés par l'adrénaline et la noradrénaline. Aussi minime soit-elle la quantité de l'un de ces ligands qui va se fixer sur ces récepteurs hypersensibles et en nombre plus élevé, il risque d'engendrer un effet explosif et vous pouvez exposer votre patient à un infarctus de myocarde, voire la mort subite. Attention, les bêta-bloquants doivent être arrêtés progressivement sur une période suffisante pour pouvoir éviter ce phénomène de rebond. En cas d'asthme ou de bronchopneumopathie chronique obstructive et en cas de troubles artériels périphériques, c'est-à-dire une artériopathie des membres inférieurs, préférez un bêta-bloquant cardiosélectif. Bien sûr, ici, nous parlons des formes légères à modérées. Les formes graves constituent une contre-indication. Chez un patient diabétique, il faut assurer une surveillance glycémique renforcée lorsque vous avez la prescription d'un bêta-bloquant. Et si vous allez le prescrire, également, il faut prescrire un bêta-bloqueur cardiosélectif. Regardez bien, en cas de bradycardie, c'est-à-dire vous avez un patient qui se traite par un bêta-bloquant et vous avez constaté une bradycardie, une fréquence cardiaque entre 50 et 55. Attention, il faut réduire la posologie du médicament. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, lorsque vous mettez un patient sous bêta-bloquant, vous n'allez pas le livrer comme ça dans la nature. Il nécessite une surveillance à plusieurs niveaux. Encore plus si le patient présente des tares supplémentaires telles qu'en diabète. Donc, vous mettez un patient sous bêta-bloquant, vous devez le surveiller de près parce que vous pouvez réadapter la posologie en fonction des circonstances ou carrément dans certaines situations, vous serez obligé de modifier le traitement. En cas d'insuffisance rénale ou hépatique, bien sûr, vous avez des molécules qui sont fortement éliminées par le rein et d'autres médicaments qui sont fortement métabolisés par le foie. Donc, en cas d'insuffisance rénale ou d'insuffisance hépatique, vous allez utiliser le médicament adéquat, le médicament non éliminé par l'organisme, l'organe défaillant, ou bien il faut adapter la posologie, c'est-à-dire vous allez réduire la posologie du médicament. Chez le sujet âgé, généralement, le patient il peut présenter un certain degré d'insuffisance rénale ou hépatique sénile. Et donc, il nécessite une adaptation posologique. Et surtout lorsque vous avez affaire à des molécules liposolubles qui ont un métabolisme hépatique et que la fonction hépatique chez ce sujet peut être un petit peu altérée par le vieillissement ou éventuellement il présente une tare associée à cela. Donc, l'adaptation de la posologie est indispensable. En cas d'anesthésie, il faut arrêter un bêta-bloquant 48 heures, sauf en cas d'insuffisance coronaire. Chez la femme enceinte, lorsque une femme est soumise à un bêta-bloquant, le nouveau-né nécessite pendant les premiers jours de naissance, pendant les 3 ou les 5 premiers jours de naissance, une surveillance rapprochée parce qu'il y a un risque d'hypoglycémie, de bradycardie et de décompensation cardiaque. Donc attention, encore une autre fois, un patient sous bêta-bloquant doit être surveillé de près. La surveillance doit être renforcée chez une femme enceinte qui va accoucher. Et en particulier, vous allez surveiller aussi bien la femme qui est sous bêta-bloquant, soit pour un problème d'hypertension artérielle ou bien un problème de trouble du rythme ou bien un problème d'insuffisance coronaire, mais également le nouveau-né nécessite d'être également surveillé parce qu'il y a le risque d'hypoglycémie, de bradycardie et de décompensation. Cela veut dire quoi? Tout simplement, le bêta-bloquant a la possibilité de traverser la barrière hémato-encéphalique. Et donc, le fœtus peut être imprégné par ce bêta-bloquant, qu'il soit liposoluble
peu liposolubles. Tous les bêta-bloquants ont la possibilité de traverser la barrière hémato-encéphalique, donc la femme enceinte doit être surveillée de près. Chez la femme allaitante, évitez l'administration de bêta-bloquants, surtout liposolubles parce qu'ils sont excrétés. Et donc, vous allez affecter le nouveau-né. En conclusion, les bêta-bloquants ont plusieurs indications thérapeutiques. Certaines contre-indications, comme vous l'avez vu, ont été rediscutées. L'insuffisance cardiaque constituait une contre-indication classique. Maintenant, nous avons la possibilité de prescrire les bêta-bloquants dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Bien sûr, lorsque nous allons étudier les médicaments de l'insuffisance cardiaque, nous allons développer la physiopathologie et vous allez savoir le degré d'implication du système nerveux autonome et en particulier sympathique dans la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque, dans la régulation de l'insuffisance cardiaque. Également, les artériopathies du membre inférieur, l'asthme, les cardiomyopathies, les bronchopneumopathies obstructives, les formes sévères sont contre-indiquées, mais les formes légères à modérées peuvent bénéficier d'un traitement à base de bêta-bloquants. Dans tous les cas, le respect des contre-indications est le meilleur garant d'une meilleure tolérance. Et deuxièmement, si un cardiosélectif plus ou moins associé à une activité sympathomimétique est prescrit, cela permettrait une efficacité meilleure et une moindre toxicité. J'attire votre attention également que la pharmacocinétique des médicaments et la variabilité qui existe au niveau des différents en rapport avec la liposolubilité et la variabilité métabolique offre plus exactement des médicaments à profil pharmacocinétique différents. Ça permet également aux médecins de prescrire, de choisir parmi cette panoplie de bêta-bloquants qui deviennent de plus en plus nombreux, de choisir le médicament le plus adéquat en fonction du terrain, en fonction du patient consultant. Insuffisant rénal, insuffisant hépatique, sujet âgé, plus ou moins associé à des tares, diabète, hypertension, insuffisance coronaire, etc. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la question. Je vous remercie.